Malgré le succès tactique de l'amiral Tanaka à Tessafaronga, les fournitures dont il avait été chargé de livrer n'étaient pas parvenues à l'armée japonaise affamée et les courses d'approvisionnement ultérieures n'avaient connu que très peu de succès non plus. Certaines courses d'approvisionnement n'ont pas subi de pertes, mais ont été contraintes de se retirer sans livrer leurs fournitures en raison d'attaques de bateaux patrouilleurs, torpilleurs et d'avions. Dans d'autres cas, les forces américaines interceptant avaient réussi à éliminer des navires de la marine japonaise, comme le destroyer Teruzuki qui a explosé et le sous-marin One-3 qui a été torpillé. Mais même lorsque ces efforts n'ont pas complètement arrêté la course d'approvisionnement, plus de 80% des fournitures n'ont jamais été récupérées ou débarquées. En revanche, à l'autre bout de l'île, un véritable embarras de fournitures s'accumulait, au point que certains vols à grande échelle, y compris bien plus de 20 000 caisses de bière dérobées sur un navire d'approvisionnement nouvellement arrivé, pouvaient simplement être considérés par les États-Unis comme le coût des affaires sur Guadalcanal. Avec l'augmentation des pertes de navires et de sous-marins et aucun véritable bénéfice accumulé, la marine japonaise avait rapidement proposé d'abandonner l'île. L'armée japonaise s'y était opposée, mais à la fin de 1942, l'empereur a approuvé une évacuation qui déplacerait la bataille de l'extrémité sud de la chaîne des îles Salomon à mi-chemin, sur l'île de la Nouvelle-Géorgie. C'était une étape importante dans la campagne du Pacifique car elle marquait la première fois qu'une position japonaise retranchée serait forcée à la retraite, contrairement à des opérations comme la mer de Corail et Midway qui n'avaient fait que freiner d'autres avancées. Cependant, bien qu'ils aient pu être battus, les Japonais disposaient encore de nombreux atouts militaires dans le théâtre et plus qu'assez d'officiers qualifiés pour mettre en place un plan d'évacuation complet. Paradoxalement, la première étape de cela semble était le débarquement de plus de troupes le 14 janvier 1943, mais ce n'était pas aussi fou que cela puisse paraître. Les troupes de l'armée japonaise présentes sur l'île étaient épuisées, affamées et manquèrent presque de tout type de fournitures militaires. En tant que garde arrière, il serait d'une utilité minimale, tandis que le nouveau bataillon, qui était frais et bien équipé, serait capable d'assumer le rôle avec une vigueur qui démentirait sa force réelle relativement petite en termes de main-d'œuvre. Des éléments des troupes déjà en place ont commencé à se replier vers l'extrémité ouest de l'île. Quelques semaines plus tard, couverts par une augmentation massive des missions aériennes japonaises utilisant bien plus de 400 avions des forces aériennes respectives de la marine et de l'armée japonaise, y compris le groupe aérien du porte-avions Zuikaku, qui était temporairement prêté aux bases aériennes de Rabaul. Cela visait à obtenir un commandement temporaire des cieux afin d'inhiber les efforts de reconnaissance américains qui pourraient découvrir ce qu'ils préparaient et empêcher la force aérienne Cactus d'exploiter la situation. Si jamais il réalisait ce qui se passait, ainsi que pour s'assurer que davantage des destroyers qui devaient servir de transport d'évacuation pourraient s'échapper sans dommage. Un petit porte-avions de flotte, un porte-avions léger, les 2 croiseurs de bataille de la classe Congo survivants et leur groupe d'escorte se sont également positionnés pour une couverture à distance. Les rapports indiquant que les 2 classes Yamato attendaient à Truk semblaient également indiquer à la marine américaine qu'une prudence serait nécessaire. Avec le début de 1943, les Japonais ont également changé tous leurs chiffres radio, ce qui a retardé les efforts de déchiffrage des Alliés et les a temporairement laissés devoir baser une grande partie de leur travail sur la supposition des intentions japonaises par les niveaux de trafic détectés dans diverses zones plutôt que sur le contenu réel des messages qu'ils détectaient. En conséquence, tout en notant les efforts japonais accrus dans la région, les analystes alliés ont conclu qu'une accumulation majeure de flottes, une campagne de supériorité aérienne et le regain apparent de vigueur des forces de l'armée japonaise sur terre devaient donc signifier qu'une nouvelle offensive était en préparation. Cela pourrait être mauvais. Alors que les États-Unis avaient en réalité beaucoup plus de forces au sol et mieux équipées, beaucoup de marines combattaient constamment depuis leur débarquement l'été précédent et approchaient un état d'épuisement au combat presque total. De plus, les éléments terrestres de la puissance aérienne américaine ne pouvaient rassembler qu'un peu plus de 170 avions pour s'opposer aux Japonais, plus quelques escadrons de bombardiers lourds d'utilité discutable qui étaient en alerte depuis la Nouvelle-Guinée.
Mais il y avait un élément d'équilibre présent sous la forme de la marine américaine. Dirigées par l'amiral Halsey, les forces présentes comprenaient 2 porte-avions de flotte, les United States Ship Saratoga et les United States Ship Enterprise, maintenant un peu maintenus ensemble avec du ruban adhésif mais toujours en marche, plus quelques nouveaux amis, une poignée de tout nouveaux porte-avions d'escorte brillants, bien que quelque peu lents. L'amiral Lee pouvait désormais faire appel au service de la United States Ship Washington et de la United States Ship North Carolina, ainsi que du nouvellement arrivé United States Ship Indiana. De plus, il y avait quelques cuirassés de type standard plus anciens en réserve quelque part. Il y avait également plus d'une douzaine de croiseurs et près de 50 destroyers, le nombre de croiseurs ayant été renforcé au cours du mois depuis Tassiferonga par des navires réparés et nouvellement commissionnés. Ces forces portaient le nombre d'avions disponibles pour contrer les efforts japonais à bien plus de 500 au total, bien qu'avec la nécessité de ravitailler les porte-avions, tous ne pouvaient pas être disponibles en tout temps. De plus, de nouvelles troupes américaines arrivaient et les marines épuisées ont pu prendre une sorte de pause. Sur Terre, donc, concluant que la meilleure défense était une bonne attaque, les troupes américaines ont commencé ce qu'elles pensaient être une attaque préventive et se sont rapidement retrouvées à prendre position après position puisque la plupart des troupes japonaises de la région s'étaient déjà retirées. Cependant, méfiant d'un piège en raison de l'évaluation qu'une nouvelle offensive était sur le point de commencer et rencontrant une résistance acharnée de la part des troupes fraîchement arrivées dans leurs positions défensives préparées à l'avance, l'offensive américaine a ralenti, juste au bord de découvrir la vérité de la situation. Dans les airs, les choses se réchauffaient également, bien que de manière disjointe typique des opérations japonaises, et le 25 janvier, une grande rafle de près de 60 chasseurs de la marine impériale japonaise a été lancée, et 2 jours plus tard, une autre attaque par 74 chasseurs de l'armée impériale japonaise et 9 bombardiers légers a été lancée. Au total, 10 chasseurs japonais ont été abattus en échange de 7 avions américains. Mais les dégâts qui auraient pu être causés à l'aérodrome de Henderson et à ses avions si une force combinée de 134 chasseurs ainsi que des bombardiers légers de l'armée japonaise et des bombardiers moyens de la marine japonaise avaient tous été envoyés en même temps ont été évités. Indépendamment de ces événements, l'afflux continu de nouveaux hommes et de fournitures envoyées pour soutenir les troupes américaines sur l'île ne faiblissait pas et Halsey a estimé que puisque chaque autre offensive de l'armée japonaise sur terre avait été accompagnée d'une offensive de la marine japonaise en mer, il devrait positionner ses forces considérables pour les rencontrer. Ainsi, la flotte a été dispersée en 5 forces opérationnelles, y compris le convoi de renfort, Task Group 62.8 et sa force de couverture, la force opérationnelle 18. Composée des croiseurs lourds, Wichita, Chicago et Louisville, des nouveaux croiseurs légers Cleveland, Montpellier et Columbia et d'une demi-douzaine de destroyers, avec quelques autres ordonnés de les rejoindre plus tard dans leur avance, et en théorie, 2 des porte-avions d'escorte. L'idée était de fournir une protection rapprochée pour le convoi pendant son escorte, puis les navires de guerre balayeraient le même champ de bataille familier autour de l'île de Savo en récupérant l'élément de dépistage avant des destroyers en chemin. L'officier en charge, le contre-amiral Robert Giffen, a décidé que les sous-marins étaient la plus grande menace et pour être juste, les sous-marins de la marine japonaise suivaient effectivement sa force et il a donc mis sa force en formation anti-sous-marine avec les destroyers en tête dans un arc de recherche suivi par ses croiseurs en 2 colonnes, les lourds à droite et les légers à gauche. Jugeant que les porte-avions d'escorte étaient trop lents et que la menace aérienne était négligeable, il a laissé les porte-avions d'escorte derrière avec un destroyer chacun et a continué en avant, ce qui a laissé la majorité de son commandement avec un total de 8 destroyers disponibles. Les sous-marins de la marine japonaise relativement non molestés ont joyeusement rapporté chacun de ces mouvements et 32 bombardiers moyens de la marine impériale japonaise armés de torpilles ont décollé le 29 janvier. Alors que le soleil se couchait, ils sont partis avec un avion connaissant des problèmes de moteur. Sur les navires de la marine américaine, leur radar a commencé à suivre les bombardiers entrants. Mais Giffen était devenu mystérieusement silencieux, et comme un certain nombre d'autres amiraux de la marine américaine avant lui dans cette campagne, il n'avait laissé aucun ordre permanent précédent. À la tombée de la nuit, la patrouille aérienne de combat des porte-avions d'escorte a dû rentrer pour la nuit.
Ainsi, sans opposition et guidés par une série complexe de fusées éclairantes colorées larguées par des avions de reconnaissance pour informer les bombardiers de la direction, du nombre et de la composition des forces de la marine américaine, les bombardiers japonais ont pris leur temps pour préparer une attaque parfaite, contournant l'écran avant des destroyers et leurs dangereuses batteries de canons à double usage de 5 pouces pour venir de l'obscurité de l'horizon est, tandis que le crépuscule de l'ouest mettait en valeur les croiseurs lourds de la formation de Giffen de manière plutôt agréable. 16 bombardiers G-Fourmille ont d'abord pris la tête, mais la chance était étrangement des deux côtés. Toutes les torpilles ont été larguées, mais toutes les torpilles ont manqué leur cible. Néanmoins, la surprise et l'obscurité suffisaient pour qu'un bombardier soit abattu. Le navire de la marine américaine a survécu grâce à des virages serrés pour déjouer toute visée ennemie potentielle. Mais avec l'excitation apparemment terminée, Giffen a conclu que c'était tout pour la nuit et a ordonné une fois de plus un parcours en ligne droite, calme et agréable. Mais même alors que le navire s'installait sur leur parcours, des fusées éclairantes ont de nouveau fleuri au-dessus d'eux et les 15 G3M en attente de la deuxième vague ont bondi. En quelques minutes, le United States Ship Chicago avait été touché par 2 torpilles et était immobilisé dans l'eau. Wichita a subi un autre coup, mais, avec une chance incroyable, l'arme n'a pas explosé. Giffen a maintenant ordonné à toutes les armes de cesser le feu et à la formation de ralentir et de changer de cap. L'obscurité grandissante a eu un bon effet, car l'absence d'éclat d'armes signifiait que les navires américains étaient maintenant cachés à leurs adversaires aériens, à moins qu'un autre avion de reconnaissance ne les trouve et ne largue encore plus de fusées éclairantes. Le balayage a été abandonné et le Louisville a pris le Chicago en remorque. Halsey a réagi rapidement. L'Aube a vu une patrouille aérienne de combat de l'Enterprise survoler la Force et un remorqueur en route. Mais à mesure que le 30e de janvier avançait, de plus en plus d'avions japonais apparaissaient comme des requins attirés par une proie blessée. Un observateur de la côte a repéré encore plus de bombardiers torpilleurs se dirigeant vers la Task Force 18 et Halsey a ordonné à tous les croiseurs non endommagés de quitter la zone, laissant la patrouille aérienne de combat et les destroyers plus agiles pour protéger le Chicago, avec l'Enterprise et les 2 porte-avions d'escorte prêts à lancer plus de chasseurs lorsque la frappe inévitable a été repérée. À présent, la situation a empiré davantage. Sur les 10 puissants de la patrouille aérienne de combat, 4 ont été distraits par un autre avion de reconnaissance japonais, laissant 6 chasseurs en position. Le radar a repéré le raid et l'Enterprise a lancé 10 autres chasseurs, mais les porte-avions d'escorte n'ont pas réussi à décoller assez rapidement et donc seuls les avions de l'Enterprise seraient disponibles. Les bombardiers sont arrivés et semblent se diriger directement vers le porte-avions de la flotte. La moitié des chasseurs restants de la patrouille se sont précipités, voyant les bombardiers virer et plonger sur le Chicago. Le feu anti-aérien du destroyer et le feu de la mitrailleuse du chasseur ont fauché les 11 bombardiers, mais le changement de cap de dernière minute signifiait que seuls 2 d'entre eux sont tombés. 9 torpilles ont ensuite touché l'eau, suivies peu après par 6 autres bombardiers, mais bien que seuls 3 des bombardiers aient échappé à la bataille, les dégâts avaient été faits. Une torpille a frappé le destroyer Lavalette, le paralysant, tandis que 4 autres ont frappé Chicago et presque immédiatement le capitaine Davis a ordonné à l'équipage d'abandonner le navire. Cela s'est avéré être un choix judicieux, car cela signifiait que 1049 hommes ont réussi à se mettre en sécurité, bien que malheureusement 62 hommes n'aient pas réussi à sortir du navire. Chicago a disparu en moins de 20 minutes. Une dernière vague de bombardiers avait été envoyée, mais elle n'a rien trouvé et est rentrée chez elle à la place. Le remorqueur de flotte, l'United States Ship Navajo, se retrouva à contempler tristement l'extrémité d'un câble cassé, mais se mit à remorquer le Lavalette à la place, et les derniers éléments de la force opérationnelle 18 se dirigèrent vers Espiritu Santo, concluant ainsi la bataille de l'île Rennell. Cette confrontation a eu des résultats mitigés. D'une part, la marine américaine avait perdu un autre croiseur lourd. D'autre part, la marine japonaise avait perdu 11 équipages de bombardiers torpilleurs expérimentés et leurs précieux avions. Mais du côté des États-Unis, la distraction avait permis au dernier convoi de débarquer ses hommes frais et ses fournitures et de continuer à soulager les Marines américains épuisés sans incident majeur. Mais en faveur de la marine japonaise, la force opérationnelle 18 était censée être la force de pointe.
Toutes les autres forces de la marine américaine étaient plus au sud, s'attendant à une grande poussée de la marine japonaise, et son absence a ainsi laissé l'extrémité nord de Guadalcanal relativement libre pour les destroyers de la marine japonaise entrant. Mais ailleurs, la même nuit, le grand sous-marin japonais I-1 tentait de livrer des fournitures à Guadalcanal suite à la perte de I-3 au bateau patrouilleur-torpilleur. Le quartier général de la marine japonaise avait conseillé aux sous-marins de ne faire surface pour débarquer les fournitures que la nuit en raison de la perte précédente, mais lorsqu'elle l'a fait, elle a trouvé les dragueurs de mines néo-zélandais Moa et Kiwi qui l'attendaient. Ce dernier navire a entendu I-1 sur ses hydrophones et a commencé à se rapprocher. Apercevant les navires de 600 tonnes qui approchaient, I-1 a pensé qu'ils étaient des torpilleurs et a plongé. Une bonne défense contre ces navires, mais précisément la mauvaise chose à faire lorsque les attaquants sont équipés de charges de profondeur. Avec la masse combinée des deux navires, en réalité seulement environ la moitié de celle du sous-marin, rester à la surface et se battre aurait probablement été la meilleure option, I-1 étant en fait beaucoup plus lourdement armé dans le département des canons de surface que l'un ou l'autre des dragueurs de mines. Cependant, elle a plongé et Kiwi a dûment largué une douzaine de charges de profondeur sur elle en deux lots, les explosions provoquant des fuites qui ont court-circuité l'équipement et ont envoyé I-1 dans une plongée encore plus incontrôlée. Cela a augmenté la pression sur la coque endommagée, qui à son tour a provoqué encore plus de fuites, et avec l'eau inondant maintenant la salle des torpilles et les batteries du sous-marin, ajoutant les merveilles du gaz de chlore à la situation, I-1 s'est retrouvé obligé de sortir d'une plongée qui était descendue à plus de 2 fois sa profondeur de test. I-1 a progressivement fait surface et s'est traîné vers le rivage avec son unique hélice restante. Kiwi a maintenant engagé le sous-marin dans un combat de surface MOA, tirant utilement des obus éclairants pour qu'il puisse voir. Heureusement, les artilleurs de Kiwi étaient bons et elle a réussi un certain nombre de coups directs dès le début, éliminant les artilleurs japonais, et l'équipage japonais a commencé à se préparer à repousser les assaillants alors que la minuscule Kiwi éprenait 2 fois le gigantesque sous-marin japonais, tandis qu'un nouvel équipage de canons de pont japonais commençait à toucher leur minuscule adversaire. Après la deuxième attaque d'éperonage, 2 membres de l'équipage du sous-marin ont décidé de devancer les Néo-Zélandais et ont tenté de contre-aborder le Kiwi, katanas à la main, mais une 3e attaque d'éperonage et son impact associé les ont fait tomber. Les dégâts s'accumulaient pour le malheureux sous-marin, mais Kiwi se faisait presque autant de mal et reculait, laissant Moa reprendre le combat. Mais le robuste sous-marin a encaissé les coups et a continué à avancer pendant un moment avant de s'échouer et de chavirer sur tribord. Avec leur sous-marin enfin en train de couler, l'équipage survivant a commencé à abandonner le navire, nageant la courte distance restante jusqu'à Guadalcanal. À l'aube, l'artillerie à terre a forcé les navires néo-zélandais à se retirer et quelques jours plus tard, une partie de l'équipage est sortie avec des charges de démolition, rendant l'épave irrécupérable. Bien qu'ils aient raisonnablement peur que la marine américaine récupère les livres de code du navire, les forces japonaises attaqueraient plusieurs fois de plus l'épave avant de décider, à juste titre, que les codes qui étaient à bord avaient été compromis et qu'ils devraient tous les changer à nouveau. L'amiral Makawa, dont la force de croiseurs avait ouvert l'aspect naval de la campagne de Guadalcanal, se retrouvait maintenant à superviser l'effort d'évacuation, plaçant l'amiral Hashimoto à la tête des destroyers qui allaient réellement récupérer les troupes, tandis que Makawa gardait les croiseurs qui lui étaient assignés en réserve. Le 1er février, la première évacuation a commencé. Les troupes américaines débarquaient sur la côte sud de l'île en essayant de couper ce qu'elles pensaient être une retraite tactique vers le sud de l'armée japonaise, et comme les 4 destroyers d'escorte auraient pu représenter une menace pour le convoi d'évacuation de la marine japonaise, une force de frappe de chasseurs et de bombardiers en piqué de la marine japonaise a été envoyée à leur poursuite. Bien que dans une autre démonstration de très peu de coopération, cette force n'était que la moitié de la taille d'une frappe de 53 qui avait été envoyée par l'armée japonaise plus tôt dans la journée dans une autre tentative pour s'attaquer à Henderson Field. Cet effort n'a rien rapporté d'autre que la perte d'un chasseur. Cependant, la chance était avec la force de frappe de la marine japonaise. Les destroyers américains qui escortaient pensaient que les Vals et les Zero étaient des avions de la force aérienne Cactus et n'ont pas ouvert le feu avant que les Vals n'aient déjà entamé leur plongée. Cette erreur a coûté à la marine américaine le naufrage de l'United States Ship De Haven et des dommages à l'United States Ship Nicholas, ainsi que 3 Wildcats de la force aérienne Cactus qui sont venus aider ont été abattus en échange de 5 valves et 3 Zero éliminés.
Mais, de manière critique pour la marine japonaise, les destroyers restants étaient occupés à secourir les survivants et à remorquer le Nicholas, ne pouvant donc pas agir contre les navires de Hashimoto. Ces 20 destroyers ont été divisés en 11 transports et 9 escortes. La Cactus Air Force et les bateaux patrouilleurs-torpilleurs ont fait de leur mieux pour arrêter ce qu'ils pensaient être une autre course d'approvisionnement, mais ils n'ont réussi qu'à endommager le Makinami, le navire amiral de Hashimoto, qui a également sorti Fumizuki de l'opération car elle a été assignée à remorquer Makinami en sécurité. Cependant, ces efforts ont coûté aux États-Unis 4 avions et 3 bateaux patrouilleurs-torpilleurs. Les 11 destroyers de transport ont récupéré près de 5000 squelettes émaciés qui avaient autrefois été la majorité de la 38e division de l'armée japonaise, rentrant chez eux sans aucune perte pour le transport, bien que le destroyer d'escorte Makigumo ait explosé juste au moment où ils étaient sur le point de partir. Cause inconnue, peut-être une mine. Alors que les combats à l'arrière s'intensifiaient, l'amiral Kondo a dépêché 2 destroyers pour remplacer le Makinami endommagé et le Makigumo coulé. Le deuxième convoi d'évacuation est parti 3 jours plus tard, le 4 février. La force aérienne Cactus a encore attaqué, endommageant un destroyer qui a dû être remorqué. Cette fois, c'était Maekaze avec Nagatsuki qui faisait le remorquage. Cet effort a coûté à la force aérienne Cactus 11 avions et à la marine japonaise un seul 0. Cette course s'est sinon déroulée sans incident, réussissant à décoller près de 4000 hommes de plus. Avec près de 9000 hommes évacués, plus des 2 tiers de la force restante de l'armée japonaise étaient hors de Guadalcanal, mais malgré environ 50 000 hommes à eux, les forces américaines croyaient que les convois étaient des missions de ravitaillement et de renforcement, et donc ils sont restés prudents alors qu'ils prenaient progressivement des positions autrefois détenues par les Japonais. Inquiets maintenant que les forces plus éloignées de Halsey pourraient se rapprocher, les unités lourdes japonaises sous Kondo se sont dirigées à une journée de navigation de Guadalcanal et le 7e, la 3e et dernière course d'évacuation a été effectuée. Les 18 navires ont poursuivi leur route vers l'intérieur sans renfort supplémentaire de destroyers. Une fois de plus, la force aérienne Cactus a attaqué et pour la 3e fois endommagé un destroyer qui a dû être remorqué, la victime d'aujourd'hui étant l'Isokaze, avec le Kawakaze étant l'escorte et le remorqueur. Cette fois, les pertes d'aéronefs étaient d'un appareil chacun. Comme la deuxième course, cela se déroulerait également sans aucun autre incident, les dernières troupes d'environ 2000 étant chargées avant que les bateaux du navire ne balayent le rivage, les hommes à bord des bateaux criant vers le rivage pour s'assurer qu'aucun traînard ne restait alors que le soleil se levait le 8 février, les troupes américaines avançaient à nouveau, mais cette fois il n'y avait pas de coup de feu. Seulement le corps étrange et quelques troupes de l'armée japonaise qui avaient été jugées trop faibles pour bouger. Dans l'après-midi, la réalité des 3 convois était devenue apparente et Halsey a reçu un message indiquant que le Tokyo Express n'a plus de terminus à Guadalcanal. Bien que l'évacuation elle-même ait été un succès retentissant, coûtant aux Japonais seulement un seul destroyer effectivement coulé, c'était toujours un régal, et pour citer Churchill, les guerres ne sont pas gagnées par les évacuations. De plus, l'armée japonaise avait engagé 36 000 troupes dans la campagne et n'en avait récupéré que juste un peu plus de 10 500, et l'état de déprivation massive des troupes a réduit ce nombre à environ 10 000 en quelques jours de plus, alors que la maladie et la famine prenaient encore un autre dernier péage. 3 000 autres ne seraient pas capables de combattre pendant longtemps et beaucoup des 7 000 restants auraient besoin de périodes significatives de repos et de récupération avant d'être vraiment efficaces au combat. Mais avec cela, la bataille de Guadalcanal était terminée, à l'exception de quelques soldats de l'armée japonaise qui se retrancheraient et continueraient à mener des guerres d'homme à homme dans un avenir prévisible. Alors où cela laissait-il les 2 marines? Sans compter les sous-marins ou les petits navires perdus ou les navires endommagés et renvoyés pour réparation, les actions majeures de la campagne, c'est-à-dire les grandes batailles avaient coûté aux Japonais un porte-avions léger, 2 croiseurs de bataille, 3 croiseurs et 7 destroyers. La marine américaine avait perdu 2 porte-avions de flotte, 7 croiseurs plus un croiseur allié et 12 destroyers.
Sur le papier donc, en plus de perdre plus d'engagement de pièces maîtresses sur un niveau tactique, la marine américaine avait également perdu plus de navires et des navires plus importants que la marine japonaise, et les deux côtés avaient de longues listes de navires gravement endommagés qui nécessiteraient des mois de réparation pour être remis en état. En effet, avec la conclusion de la campagne de Guadalcanal, permettant à l'Enterprise de retourner pour une révision très nécessaire, la marine américaine s'est retrouvée avec un seul porte-avions de flotte opérationnel, le United States Ship Saratoga, qui à son tour conduirait au déploiement de l'United States Ship Robin pendant un certain temps, jusqu'à ce que de nouveaux porte-avions puissent être mis en service, tandis que les Japonais avaient au moins 3 porte-avions de flotte de différentes tailles restants, même si 2 d'entre eux étaient un peu petits. Mais d'un autre côté, dans le calcul froid de la guerre, la marine américaine avait simplement possédé plus de navires à perdre en premier lieu. Vers fin 1942, la force américaine du Pacifique aurait pu être réduite à seulement une douzaine de croiseurs opérationnels. À la fin de 1943, les navires nouvellement construits et réparés avaient ramené ce nombre à son niveau initial. De plus, il y avait plus de croiseurs dans l'Atlantique et encore plus sur les cales, tandis que la marine japonaise, bien qu'ayant perdu beaucoup moins de navires de cette classe, s'était retrouvée avec à peu près le même nombre de croiseurs de première ligne opérationnels à la fin de la campagne, et il n'avait pas de second théâtre à partir duquel puiser, et rien en termes de nouveaux navires sur les chaînes de production qui entreraient en service, à l'exception d'une poignée de petits croiseurs légers. De même, la production des Fletcher signifiait qu'ils commençaient à glisser si rapidement dans les chantiers que le déficit de perte de destroyers, 5 dans ce cas, avait été compensé par quelques semaines de cérémonies de mise en service. De plus, la marine américaine avait entamé la campagne très en retard par rapport à la marine japonaise dans le domaine des actions de combat nocturnes et dans une certaine mesure dans les opérations des groupes aériens embarqués, ce que ses propres hommes avaient souligné, l'un d'eux disant « L'exigence d'être prêt à exécuter des tactiques simples dans l'obscurité tout en engageant l'ennemi, je suppose, est l'une des choses que l'on attendrait des officiers de marine qui ont été formés depuis qu'ils sont devenus aspirants. » On pourrait déduire beaucoup de larmes de crocodile et beaucoup de clichés, que tous ces pauvres gars n'avaient pas le temps de s'entraîner ensemble et ainsi de suite, et il est essentiel qu'ils travaillent ensemble en équipe et ainsi de suite. C'est juste des balivernes? Ils auraient dû être capables de travailler ensemble en équipe, sans aucun préavis, en vertu du travail selon une seule doctrine uniforme et commune de la marine américaine, un seul livre de signaux communs que, bien sûr, nous avons eu pendant des années et des années. Ce sentiment était assez répandu. Mais la marine américaine est sortie de la campagne avec le début d'une doctrine de bataille nocturne significative et un nombre croissant de radars embarqués, une stratégie anti-aérienne radicalement différente et un rythme opérationnel beaucoup amélioré pour ses escadrons aériens embarqués. En partie, cela était dû au fait que les survivants de la campagne ont été dans de nombreux cas ramenés à la maison, débriefés puis soit réaffectés pour étoffer les unités nouvellement déployées, soit retenus pour enseigner à la prochaine vague de marins. Pendant ce temps, l'élite des pilotes du Kido Butai avait été sauvagement attaquée et aurait du mal à retrouver assez de force pour équiper les porte-avions restants à la marine japonaise après les diverses batailles de cette campagne et celles qui l'avaient précédée. Et beaucoup des navires et équipages vétérans étaient simplement laissés sur les lignes de front jusqu'à ce que, inévitablement, la plupart finissent par être perdus sans avoir eu beaucoup d'opportunités de transmettre leur expérience, en supposant qu'ils n'aient pas été discrètement réaffectés à des zones reculées afin de garder les batailles les plus embarrassantes loin des yeux du public. Pour donner un exemple de ce contraste, Bob Hagen, officier radar de l'United States Ship Aaron Ward, qui avait été perdu lors de la première nuit de la bataille navale de Guadalcanal, serait repêché de l'eau, séché, renvoyé chez lui, puis réaffecté comme officier radar de l'United States Ship Johnston sous le commandement d'un certain capitaine Evans. De même la perte de Wasp et Hornet avait été compensée au printemps 1943 avec l'arrivée de 2 nouveaux porte-avions de classe S. Et bien sûr, un processus darwinien brutal avait éliminé un certain nombre d'amiraux de la marine américaine qui, pour une raison ou une autre, ne commanderaient plus jamais de grandes forces américaines au combat. Alors, qu'est-il arrivé aux différents amiraux qui avaient mené leurs forces au combat pendant la campagne de Guadalcanal?
Les destins respectifs des amiraux Yamamoto et Halsey sont assez bien connus, mais parmi les autres acteurs majeurs, l'amiral Callaghan avait bien sûr été tué lors de la première action nocturne de la bataille navale de Guadalcanal. Ayant été présent d'une manière ou d'une autre lors de 3 des principaux engagements de la campagne, l'amiral Norman Scott avait également été tué au combat la même nuit. Parmi les officiers supérieurs perdus des deux côtés, il avait, selon la plupart des mesures, le plus grand potentiel comme amiral de combat avant sa disparition prématurée. L'amiral Turner a réussi à rester sur une trajectoire de carrière qui l'a vu diriger un grand nombre d'autres assauts amphibies au cours de la guerre, qu'il a survécu en tant qu'amiral complet. L'amiral Fletcher a été assez injustement mis de côté après la première bataille des Salomon orientales, terminant la guerre en commandant les efforts de la marine américaine dans les régions nordiques du Pacifique. Il a aussi survécu à la guerre en tant qu'amiral complet. L'amiral Wright échapperait à la censure directe pour son rôle dans la bataille de Tassyferunga, mais a été réaffecté à un service à terre aux États-Unis continentaux, ne dirigeant brièvement des navires en mer qu'une fois de plus en 1944, prenant sa retraite de la marine américaine en 1948 en tant qu'amiral de la flotte. L'amiral Giffen continuerait à commander des forces d'action de surface et atteindrait le grade de vice-amiral, prenant sa retraite en 1946. L'amiral Lee continuerait à commander la force de cuirassés rapides de la marine américaine, mais n'aurait plus l'occasion de montrer ses compétences spectaculaires en artillerie lors d'une action majeure de la flotte. Toujours en service en tant que vice-amiral en 1945, il mourrait tragiquement d'une crise cardiaque moins de 2 semaines après la fin de la guerre. L'amiral Kincaid continuerait à diriger plusieurs forces de la marine américaine, y compris 6 anciens cuirassés américains lors de l'action nocturne de la bataille du détroit de Surigao, détruisant la force sud japonaise dans le cadre de la bataille du golfe de Leyte. Il prendrait sa retraite comme amiral en 1950. Du côté japonais, l'amiral Goto a été mortellement blessé à bord de l'Alba lors de la bataille du Cap Espérance et est décédé à bord plus tard le 12e d'octobre. En 1942, l'amiral Nagumo a été déplacé à terre et otage de seconde ligne jusqu'à ce qu'il soit chargé de diriger les éléments navals de la défense de Saipan, se suicidant vers la fin de cette campagne, quand il est devenu clair que la bataille était perdue. Malgré avoir dirigé le retrait réussi des troupes de Guadalcanal, l'amiral Hashimoto a été réaffecté à des tâches à terre pour la majeure partie du reste de 1943 avant de se voir attribuer la 5e division de croiseurs. Il serait encore à ce poste en tant que vice-amiral lorsque son navire amiral, le Aguro, a été envahi par la 26e flottille de destroyers du capitaine Manly Power lors d'une action nocturne et coulé en mai 1945. Pour sa perte du Hiei lors de la première nuit de la bataille navale de Guadalcanal, l'amiral Abe a été relevé de son commandement et contraint de démissionner peu de temps après la fin de la campagne de Guadalcanal, bien qu'il ait survécu à la guerre, mourant en 1949. Pour sa perte du Kirishima la nuit suivante et l'échec global de la campagne de Guadalcanal, l'amiral Kondo a été réaffecté à un poste à terre, bien qu'il ait été promu amiral en 1943 et ait survécu à la guerre, ce que peu de ses collègues ont réussi. L'amiral Kurita a continué sa carrière dans la marine japonaise, obtenant des commandements de plus en plus importants jusqu'à diriger la force centrale lors de la bataille du golfe de Leyte. Après sa défaite à la bataille de Samar, il a été démis de son commandement en mer, mais a survécu à la guerre. L'amiral Makawa est resté actif pendant la campagne de Guadalcanal, mais peu de temps après, il a été quelque peu désigné comme bouc émissaire pour le crime de ne pas avoir remporté la campagne à lui seul et a été envoyé à des commandements en arrière, devenant de plus en plus convaincu que personne ne l'écoutait lorsqu'il signalait quelle campagne devenait d'énormes pertes de vies et de navires. Il a donc pris sa retraite en mai 1945 et a vécu jusqu'à 92 ans. L'amiral Tanaka a également été accusé de ne pas avoir mené ses batailles assez durement et a été envoyé en service à terre pour le reste de la guerre. Bien qu'il ait été promu vice-amiral plus tard, on ne lui a jamais donné un autre commandement en mer et il a également survécu à la guerre, une tendance parmi les amiraux les plus compétents du Japon qui, en raison de leurs compétences, avaient tendance à être envoyés à languir dans des zones non critiques et ont donc manqué le pire des avancées alliées dans la dernière partie de la guerre. Et cela conclut la couverture de cette chaîne des principaux éléments de la campagne de Guadalcanal dans son ensemble.
Cette série n'aurait pas été possible sans recourir, entre autres, aux merveilleux récits et aux autres sources fournies par James Sink Sand Hornfisher et son livre L'Enfer de Neptune, la marine américaine à Guadalcanal. Malheureusement, il est décédé plus tôt cette année avant que je n'ai eu la chance de lui proposer une invitation à apparaître dans cet épisode récapitulatif. Bien que je ne le connaissais pas personnellement comme beaucoup d'autres, j'ai eu l'honneur de travailler brièvement avec lui lors de l'événement du défilé de la victoire Victory in Europe virtuelle de l'année dernière. Il manquera énormément à tous ceux qui le connaissaient et à tout historien naval intéressé par les activités de la marine américaine dans la guerre du Pacifique,